Merci à tous aussi pour cette proposition. Ça me permet de parler un petit peu d'histoire des sciences et ça fait plaisir aussi de diffuser un petit peu de connaissances en histoire des sciences. Donc autour d'une controverse historique majeure dans l'émergence d'une science géologique au tout début du 19e siècle. Controverse majeure parce que derrière une discussion sur l'origine des basaltes, l'origine des granites et même, mais j'en parlerai pas, l'origine des calcaires, se joue en fait une discussion beaucoup plus profonde sur l'origine des roches d'une manière générale et la subdivision auquel on va arriver en roches magmatiques, en roches sédimentaires et en roches métamorphiques est issue en fait de cette controverse historique. Donc tout d'abord, un petit rappel, parce que si c'est une histoire, une controverse qui arrive à la fin du XVIIIe siècle, pour bien la comprendre, il faut qu'on se replace très rapidement dans quelque chose de plus général. Dès l'Antiquité, on a eu un certain discours sur la Terre, et je pourrais renvoyer aux météorologies d'Aristote et bien d'autres études, celles d'Hérodote ou autres. On a eu un discours sur la Terre qui portait, par exemple, sur la présence des coquilles que l'on trouvait dans les montagnes, très très loin des mers, et on s'est interrogé comment ces coquilles sont arrivées dans les montagnes. On a eu des textes qui portaient sur l'érosion. Les montagnes s'érodent, sont transportées par les rivières et se déposent dans les fleuves en bord de mer. Et on va parler même d'atterrissement de ces premiers terrains, et le Nil en est un très bon exemple. On a des travaux sur les sources, l'origine de ces sources chaudes, froides, ces cavernes possibles en profondeur qui pourraient stocker de l'eau. On a des discours sur les volcans, on a des discours sur les tremblements de terre. On a un ensemble de discours sur ce qui se passe dans l'atmosphère, pour parler moderne, cette hydrosphère et cette lithosphère. On décrit des phénomènes et on a un certain nombre de thèses. Et en même temps, on va voir à la fin de l'Antiquité, avec la christianisation, on va voir aussi un passage qui a son importance pour nous en géologie, c'est d'une vision du monde avec un temps éternel et cyclique, tout peut recommencer un grand nombre de fois, à un temps biblique qui, lui, devient linéaire. Il y a un point de départ et cette histoire s'égrène. Et cette linéarité de l'histoire a une conséquence extrêmement intéressante pour nous. Le Moyen-Âge, bien souvent, le Moyen-Âge a repris des discussions de l'Antiquité, a apporté un petit peu sa pierre à l'ouvrage, mais c'est plutôt maigre. C'est véritablement au XVIIe siècle que l'on va voir apparaître un certain nombre de théorisations extrêmement spéculatives. Quand on cite René Descartes pour sa première histoire ou sa première théorie de la Terre, Descartes n'est pas un géologue marteau à la main, il réfléchit à comment il pense l'organisation de la Terre et l'histoire de la Terre, avec une nécessité de séparer le feu de l'eau, de la matière pierreuse ou matière minérale, de la matière qui serait moins pierreuse, celle qui ne contient pas les minerais, qui serait moins dense, etc. C'est une des théories de la Terre, car on entre dans une période où on va voir toutes sortes de théories de la Terre. Celle, par exemple, de Thomas Burnet revient encore sur le modèle de Descartes, mais on pourrait dire que Burnet, finalement, remet la théorie de Descartes qui se passait bien de la vision biblique, de la vision de la Genèse, la remet, en fait, dans le cadre d'une vision de la Genèse, c'est-à-dire qu'il essaye de concilier une histoire de la Terre par étapes et des grandes étapes qui se retrouveraient dans le livre de la Genèse. On a également, j'ai mis ici ces noms qu'on n'attend pas, peut-être, Leibniz. Leibniz a écrit une protégée où il propose lui aussi une théorie de la Terre, ou Woodward qui a sa propre théorie, William Winston. On a des dizaines et des dizaines de théories de la Terre au XVIIe, certaines beaucoup plus connues que d'autres. Toutes ces théories sont en train de construire une vision, certes en partie spéculative, mais toutefois appuyée quand même sur de l'observation, on pourrait dire de terrain. Quoique le terrain et l'empirisme, c'est quelque chose qui va véritablement se développer au XVIIIe. Encore au XVIIe, on est quand même un terrain vu de loin. Mais ces différentes théories, même si elles sont hautement spéculatives, entretiennent des discours qui reviennent régulièrement sur l'intérieur de la Terre. Un globe creux avec des cavernes qui peuvent contenir de l'eau, qui peuvent contenir de l'air, qui peuvent contenir du feu. Un globe parcouru par quantité de canaux de toutes sortes d'ailleurs, air, eau, feu. On a un discours sur le feu central ou sur les feux souterrains, je vais y revenir évidemment. On a des interrogations sur l'origine de cette chaleur. Si on parle de feu, c'est que l'on a classiquement une vision depuis l'Antiquité autour de la combustion. Le feu doit être un feu entretenu, donc il faut qu'il y ait la combustion de quelques réserves. Le charbon, la plupart du temps, mais le bitume à une autre époque. On a des discours sur la variation de l'axe de rotation ou du centre de la gravité de la Terre. Pourquoi? Bien pour expliquer ce problème de l'érosion. Car rapidement, on s'est dit que si les montagnes s'érodaient, il fallait trouver un moyen d'entretenir les reliefs. Si la montagne s'érode et est transportée vers la mer, on trouvera même, dans l'épître de Bassora, cette idée que là
où est la montagne sera la mer, et là où est la mer était la montagne. Donc il y a ce changement, érosion des pôles, mais il faut entretenir. On a des discours sur l'abaissement du niveau des océans, on va y revenir. On a des discours sur les changements climatiques, discours qui sont évoqués pour expliquer la présence de coquillages fossiles, donc trouvés en fouillant, en fossoyant, c'est ce que veut dire le fossile, en fouillant le sol, et on a trouvé des coquillages qui ressemblent fort à des coquillages de mer chaude. Donc il y a également ici un certain nombre de discours sur ces changements possibles. Et puis, on voit apparaître également quelques nouveaux discours sur la durée de cette histoire. La durée classique de l'histoire étant à 6600 ans. Une fois que l'évêque d'Usher l'a calculé, c'est l'âge, on dirait, c'est l'âge autorisé par la religion pour la Terre. On a un ensemble de discours qu'on va trouver dans ces différentes théories de la Terre qui fondent un point commun. On a aussi ces premiers principes. Je remets ici Nicolas Sténon. Nicolas Sténon, qui en 1669 nous a donné le premier principe de la stratigraphie avec cette idée, il faut lire les petits schémas qui sont à droite par le bas, avec cette idée que les couches se sont déposées à l'horizontale, et puis que si on voit des couches qui sont déformées, c'est que suite à la formation de quelques cavernes souterraines, ces couches déposées à l'horizontale peuvent s'effondrer, et comme elles se déposent toujours à l'horizontale, eh bien on peut observer une chronologie dans le paysage. Une couche qui est déformée, il faut penser qu'elle était au départ à l'horizontale. Une couche qui est à plat, qui repose sur une couche déformée, est postérieure. On a déjà des premiers principes qui apparaissent. J'ai mis un autre repère aussi pour bien comprendre ce 18e qui s'annonce. Il y a une idée qui est partagée. Une idée partagée, c'est que la Terre devait être recouverte par un énorme océan au départ. Quand je reprends ici ce texte de Benoît de Maillet, le Tel Yamed, Benoît de Maillet n'est que l'un parmi d'autres, même s'il va beaucoup plus loin que certains, qui va théoriser l'abaissement du niveau des mers et leurs conséquences en termes d'apparition. Si on voit des couches successives, c'est parce que la mer se retire. Dans ce contexte-là, dans ce contexte de 17e, 18e, que dit-on de plus sur les volcans que ce qui était déjà dit autrefois? Pourquoi je parle des volcans? Parce que dans cette vision du 17e, les roches fondamentalement sont liées à la mer, sont liées à l'eau, sont liées aux dépôts, ce qu'on dira les dépôts aqueux. Alors, quand on regarde dans le texte Agricola, George Bauer, le De Re Metallica, un vieux texte qui essaye de faire un état des lieux de la connaissance minière ou métallurgique qu'on a à cette époque, eh bien, on retrouve chez Agricola des idées qui existaient déjà dans l'Antiquité, qui est que le feu des volcans est fondamentalement produit par la combustion du charbon, la combustion du bitume et la combustion du soufre. On verra des variantes. Il y aura la nécessité pour certains d'y ajouter la pyrite. Kircher, dans ses mondes souterrains, a même imaginé que ces feux soient des feux permanents, qu'il y ait un réservoir de feu central qui communique à la surface, comme on voit sur la gravure qui est ici, par toutes sortes de canaux et de petits feux qui s'alimentent. Et chacun de ces volcans que l'on observe à la surface du globe est donc l'expression de ce feu. Alors, ce feu, ça pose un problème à l'époque, une discussion autour de comment peut-il y avoir un feu en profondeur. Pour Robert Hooke, l'homme du microscope, des premiers microscopes, pour Robert Hooke, cette combustion est un peu particulière. Il faut plutôt la voir comme une fermentation provoquée par le contact de l'air et de l'eau de mer avec la pyrite, le soufre. On a donc une discussion sur comment peut-il y avoir un feu souterrain. Qu'est-ce qui brûle, mais surtout, est-ce que l'air est nécessaire à cette combustion? Je dis l'air ou non, car c'est une longue discussion sur faut-il de l'air. Georges Louis Leclerc, le comte de Buffon, connu comme le comte de Buffon, avec sa théorie de la Terre en 1749, est probablement un des derniers à écrire une théorie de la Terre, même si on verra le cas d'Hutton qui est vraiment à part. C'est-à-dire que 17e jusqu'à la toute dernière théorie de la Terre de Buffon, on a des histoires très spéculatives sur la formation des roches sans qu'on entre véritablement dans le vif du sujet. J'ai remis cette image parce que Buffon, dans sa théorie de la Terre, comme d'autres, défend cette idée des volcans comme bouche à feu, des tremblements de terre comme provoqués par les effondrements des cavités souterraines et d'une activité volcanique qui est liée au contact entre l'eau et le feu. C'est-à-dire des idées que l'on connaît déjà depuis l'Antiquité, même si elles sont revisitées, corrigées plusieurs fois. Si je fais un bilan pour comprendre en quoi une controverse va changer véritablement la donne. Au XVIIIe siècle, on a d'un côté les roches et de l'autre côté les volcans. Les roches, les couches que l'on peut observer et que l'on peut théoriser dans le prolongement de Sténon, dépôt des couches les unes sur les autres, et de l'autre côté le volcan. Mais le volcan est perçu véritablement comme une montagne, un déjà-là, un relief par où sort un feu dont l'origine est à chercher en profondeur. On peut toujours discuter sur l'origine de ce feu, mais c'est une montagne, un déjà-là.
Et il n'y a pas d'identification qui soit capable de lier le volcan, la structure du volcan, avec l'accumulation de blocs, de cendres. C'est-à-dire qu'on ne pense pas la montagne comme résultant de l'activité du volcan. D'un autre côté, également, si vous séparez l'objet de son volcan, si vous récoltez la roche sans avoir le volcan qui l'a craché, eh bien, cette roche perd de sa dimension roche volcanique. Ce qui fait la roche volcanique, c'est d'être associée au volcan, et bien évidemment le volcan en activité. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à pouvoir penser uniquement avec la roche le processus qui est derrière. Et puis, je finis toujours pour cette mise en situation par cette petite diapositive pour nous rappeler une particularité qu'on oublie souvent. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'on va redécouvrir le site d'Herculanum sous les cendres et des volcans et que l'on va déclencher un intérêt majeur pour ces cités disparues. Bien sûr que c'est dans un élan beaucoup plus général sur la recherche de tout ce qui est monument historique, voulant dire bien souvent le monument lié à l'occupation romaine, mais il y a une histoire un peu particulière ici, car en même temps que l'on va pouvoir au XVIIIe aller au volcan, car il y a une marche au volcan, on va en Italie voir les volcans en activité, il y aura aussi cette marche vers cette cité disparue sous les volcans. Alors je reviens dans cette situation. Nous sommes en ce milieu de XVIIIe siècle dans la situation suivante. Les roches, fondamentalement, pour tous ceux qui tentent de spéculer sur la géologie ou même de tenir des propos sur les roches proviennent de dépôts aqueux. C'est-à-dire les roches se sont formées fondamentalement sous l'eau. La vision dominante, c'est cette vision accrochée à Neptune. Qu'est-ce qu'une roche? Une roche, c'est un ancien dépôt qui, par la suite, a été induré et transformé en roche. Quand je dis les roches, c'est volontairement, et je vais revenir là-dessus, toutes les roches, les granites également, et les roches que l'on nomme volcaniques aussi, bien sûr, les roches métamorphiques. Et donc, lorsqu'en 1752, Guettard voyage dans le Massif central et revient du Massif central en se disant que cette chaîne des puits, cet alignement de montagnes, ce sont des volcans, eh bien, en fait, c'est quelque chose d'étonnamment nouveau. Étonnamment nouveau car personne n'avait identifié dans le paysage clairement ces montagnes comme pouvant être des volcans, puisqu'elles n'étaient pas en activité, et que s'il n'y a pas d'activité, ça n'est pas un volcan. Ces montagnes deviennent d'un seul coup des objets nouveaux qu'il va falloir regarder. Mais comme on ne fait pas de lien direct entre l'allure, la morphologie et le produit, on peut expliquer pourquoi il a fallu tant de temps. Mais Guettard n'est pas le seul. Guettard, s'il revient du Massif central en disant « il existe des montagnes en France qui étaient des volcans alors qu'on ne connaît pas d'activité », est suivi et devancé même par certains, tel Nicolas Desmarets. Nicolas Desmarets s'est beaucoup intéressé à l'image que l'on voit à la montagne de la Serre, cette inversion topographique qui fait que la coulée est maintenant en relief alors qu'elle s'était bien sûr écoulée dans une vallée. Et en 63, Nicolas Desmarets note que près de Clermont-Ferrand, en suivant topographiquement le terrain, il a suivi les basaltes en colonne de montagne de la Serre, il est remonté jusqu'à une structure qui lui évoque le cratère d'un volcan. Et donc, par la morphologie, Desmarets confirme qu'il y a ici des roches qui permettent de dire qu'il y a des volcans dans le Massif central. Et il y a ces fameuses roches, ces colonnes mémoire sur l'origine et la nature du basalte à grandes colonnes polygones. Ces grandes colonnes n'étaient pas passées inaperçues. Simplement, elles étaient essentiellement considérées comme d'énormes cristaux. On voyait dans ces colonnes une expression d'une cristallisation dans un milieu aqueux, comme Werner va le défendre par la suite. Pour Desmarets, la nouveauté, c'est qu'il affirme que ces colonnes, ces basaltes anciens, basalte, ça renvoie à une roche noire, c'est-à-dire qu'il faut séparer basalte dans la définition qu'on en a moderne, qui est à la fois la roche et le processus qui fournit cette roche. Et à l'époque, il y a une séparation. Basalte, c'est la roche noire et sombre. Et puis, il y a des basaltes dans les volcans que l'on trouve en Italie. Alors ça, ce sont des basaltes volcaniques. Puis il y a d'autres basaltes, de vieux basaltes. Mais c'est juste du descriptif. Le basalte, pour Desmarets, serait une roche produite par l'action du feu sur le granit. C'est-à-dire qu'en fait, il affirme qu'on peut transformer des roches, le granit, pour fournir des basaltes et d'autres roches qui ressemblent au basalte, d'où ces termes de cuit, de demi-cuit ou autres qu'on va voir apparaître. Il faut dire que d'un seul coup, on s'aperçoit que des colonnes et des pavages ou des pavés, comme ceux que l'on trouve ici dans le Massif central, il en existe un certain nombre en Europe. Effectivement, Raspe, par exemple, en 1771, va attirer l'attention tout d'abord sur
la région de Kassel, puis par la suite sur la région en Saxe du château de Stolpen, sur l'existence de colonnes bien connues. Un certain nombre de ces buttes, de ces montagnes, sont formées de ces grands prismes. Mais il s'interroge, lui comme d'autres, sur l'origine de ces colonnes. Il les voit comme probablement volcaniques, bien qu'il ne sache pas exactement ce que veut dire volcanique et qu'il se demande comment on peut entretenir un feu souterrain. Joseph Bank va lui aussi voyager pour aller voir sur le terrain ce que l'on connaissait mais qu'on n'avait pas vraiment regardé. Et il remonte ici à l'île de Staffa en Écosse vers la grotte de Fingal et il revient de cette grotte en disant c'est vrai que vu de très près, maintenant qu'on le dit, si je réfléchis bien, ces colonnes sont l'expression indubitablement d'une activité volcanique. Ces colonnes sont à mettre en parallèle avec les volcans actuels que l'on connaît, avec toujours cette association qui va poser problème, ces colonnes et la mer qui est juste à côté. Car certains vont s'interroger à savoir, est-ce qu'on n'a pas affaire à un cas de rencontre entre la coulée, le feu peut-être, et la mer, ou voire même une coulée sous-marine qui pourrait déterminer ces énormes colonnes. La chaussée des géants, ainsi, est interprétée par James Kerr comme devant être liée à un refroidissement très lent en profondeur, et ces colonnes sont d'énormes cristaux. Ce qui est en train de changer, c'est que là où certains voyaient dans ces cristaux des cristaux à queue, d'autres voient des cristaux capables de se produire dans une roche fondue. Et un peu partout en Europe, on va identifier des montagnes. Ici, par exemple, près de Padoue, on avait déjà identifié certains cônes, on n'était pas sûr. Eh bien, Jacob Ferber va aussi aller dans ce sens et il va décrire un certain nombre de ces montagnes comme étant des volcans anciens. Les basaltes en prisme, ces basaltes en colonne, peuvent par contre provenir de deux causes, car c'est la grande difficulté à cette époque. On imagine fort bien que des causes différentes puissent produire les mêmes effets. Il y a un débat, mais on voit apparaître un grand nombre d'érudits, de savants qui vont défendre l'idée qu'il existait des volcans autrefois, des volcans anciens qu'on ne connaît que par la morphologie ou par les coulées. Faujas de Saint-Fond écrira lui aussi, 1778, sur l'existence de ces volcans éteints du Vivarais et du Velay. Le basalte est une lave compacte et dure, vomie par les feux souterrains sous la forme d'un verre en fusion qui coule en longs ruisseaux. Avec en frontispice et en image qui est derrière, quand Faujas de Saint-Fond identifie des volcans dans le Vivarais et du Velay, eh bien, c'est aussi en faisant le parallèle, bien sûr, avec les volcans italiens et avec le Vésuve. En Angleterre, Whitehurst ira même beaucoup plus loin, puisqu'il va identifier un volcanisme uniquement à partir des roches. On a franchi un cran supplémentaire, car il n'y a même plus aucune trace. On est ici dans un volcanisme carbonifère, il n'y a pas de trace de coulée, il n'y a pas de trace de cône, il y a juste la roche. Or, ces roches, on les connaissait depuis longtemps, on nommait des roches des Wind, des Whinstone, des Waken, comme étant des roches qui ressemblaient au basalte, mais qui en étaient beaucoup plus sombres, plus verts ou plus gris, plus marron, mais qui ne pouvaient être des roches volcaniques puisqu'elles n'étaient pas associées à un volcan. Et voilà que quantité de ces auteurs revendiquent que parmi les roches, il y a des roches, quel que soit l'âge, qui ont une autre origine, qui est une origine volcanique. Saussure, à son tour, un petit peu plus tard, observera une certaine colline, ou ces collines qu'on trouve de l'autre côté du Rhin, actuellement donc du côté allemand, en disant, eh bien là aussi, ces collines sont formées de basalte et de tuf volcanique, c'est le volcanique Kadastuhl, et donc témoignent encore d'une histoire ancienne. On se retrouve dans la situation, à cette époque, c'est-à-dire dans les années 1770-1780, d'avoir une opposition entre ceux qui défendent l'existence de roches comme provenant de volcans, même s'il n'y a plus de volcans, et ceux qui affirment qu'il n'y a qu'un seul type de roche, et c'est le cas de Werner. Abraham Gottlob Werner, et là j'ai ce magnifique tableau qui m'a été fourni comme photographie par le musée, on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a un échantillon de roche envoyé à droite de sa main qui est fort intéressant. Abraham Gottlob Werner a publié en 1787 un état des lieux, en quelque sorte, sur la classification des roches. Et dans cette petite classification des roches, il affirme, dans la continuité de la pensée générale, toutes les roches ont pour origine un dépôt aqueux ou une cristallisation à partir d'une solution aqueuse. À l'origine, la Terre était entièrement recouverte par un océan, et dans cet océan se sont formés les premiers dépôts. Ces premiers dépôts, formés de très gros cristaux, on les a appelés les granites. Et si
il n'est plus possible de fournir des granites par la suite, c'est que, ayant extrait certaines particularités de l'océan primitif, l'océan plus jeune n'avait plus la capacité de faire des dépôts semblables. Ainsi, l'océan, au fur et à mesure de son histoire, au fur et à mesure qu'on se rapproche du présent, l'océan a varié de caractéristiques et a laissé des dépôts différents qui se sont déposés les uns sur les autres, couche après couche. Le volcanisme que l'on observe au-dessus, en surface, est un phénomène extrêmement récent, un phénomène qui est postérieur au dépôt de toutes ces roches. Et si volcanisme il y a, c'est parce qu'il est possible de faire brûler des couches de charbon. Et donc, on a aussi ici un raisonnement qui consiste à dire qu'il fallait avoir la ressource de charbon pour avoir le volcanisme. Dans les roches stratifiées, il y a eu des dépôts qui sont capables de brûler et donc qui ont déterminé la possibilité d'avoir ensuite du volcanisme. Les granites, pour Werner, comme pour toute l'école de Werner, comme pour l'essentiel des érudits de cette époque, les granites sont des premières roches déposées par l'océan primitif, mais sont des roches stratifiées, sont des roches de milieu aqueux. Ainsi, quand Werner observe Stolpen en Saxe ou Schallenberg dans l'Erzgebirge, eh bien, dans ces colonnes, il voit l'expression de très grands cristaux dans un milieu aqueux. Difficile de partager les deux. L'école de Werner, j'ai remis ici cette école de Freiberg, la Berg Academy, la première école des mines en quelque sorte, et donc qui apparaît en Allemagne en 1765 de mémoire. Cette école est dans une tradition derrière Lehmann, derrière Fuchsel, c'est une tradition qui vise à reconstituer la description de toutes les couches de terrain. Et Fuchsel, dès 1761, ambitionne que l'on puisse décrire toutes les couches pour retrouver l'ordre. Il ambitionne une science géognostica. Cette géognosie que va développer Werner derrière lui se donne effectivement pour mission de reconstituer la pile chronologique de tous les dépôts depuis l'origine. Pour cela, il faut à chaque fois déterminer la disposition ou la position d'un terrain par rapport à un autre, et il faut décrire ce terrain pour qu'on puisse le reconnaître à distance. Ainsi, ce qui est décrit en Allemagne pourra, s'il présente la même succession de terrains que ce que l'on observerait en France ou en Italie, eh bien, pourra permettre de faire des corrélations et de rétablir la pile qui est nécessairement universelle puisque l'océan couvrait la Terre entière. C'est-à-dire que derrière Werner, derrière cette affirmation que toutes les roches viennent de l'eau, il y a une représentation du monde qui permet de penser une succession des terrains. Simplement, ça ne va pas s'arrêter à une querelle, à une controverse entre ceux qui pensent que Vulcain y est pour quelque chose et donc le feu est nécessaire et ceux qui pensent que tout vient de l'eau. On va avoir un troisième homme, Pluton, arrive dans cette histoire. Effectivement, en Écosse, James Hutton, dès 1785, a proposé une théorie de la Terre. Alors, je disais tout à l'heure, la dernière théorie de la Terre, c'est 1749, en gros, et c'est Buffon. Là, on est bien après. Elle porte le titre théorie de la Terre, donc elle évoque ces théories spéculatives, comme on en a beaucoup écrit au XVIIe, mais elle est fondamentalement différente. Hutton annonce ici quelque chose de nouveau, et donc publié dès 85, qui va être repris en 95 après. Pour Hutton, les couches stratifiées au fur et à mesure qu'elles s'empilent les unes sur les autres, la base s'échauffe. Elle s'échauffe et ça transforme ces couches. Hutton dit ce qui permet de passer d'un sédiment à une roche, c'est la chaleur et la pression, et non pas une cristallisation aqueuse, comme le défendaient les neptunistes et les wernériens. En profondeur, Hutton va même plus loin que ça. En profondeur, cette augmentation de chaleur peut conduire à la fusion des roches. Et s'il y a fusion des roches, eh bien, la roche fondue tente à vouloir remonter. Si elle remonte, elle va pousser les couches, elle va les déformer, comme on le voit sur cette coupe synthétique de l'île d'Aran. Elle va redresser les couches et puis elle va les fracturer, elle va s'injecter, comme on le voit toujours sur ce document, pour tenter de remonter vers la surface. Et la matérialisation de sa thèse, ce sont ces filons qui vont recouper les couches, qui vont avoir aussi déformé les couches par la poussée, et ces granites qui, pour Hutton, ne sont pas des roches primitives déposées à l'origine, au contraire, ce sont des produits de la fusion, mais des produits de fusion qui vont refroidir en profondeur, ce qui fera la grande différence avec les Winston ou ces basaltes anciens qui, pour Hutton, sont aussi des roches fondues qui proviennent probablement de la même source que les granites, mais qui ont atteint la surface alors que le granit est resté coincé.
Les granites ne sont pas des roches primitives. Les granites proviennent du recyclage des roches stratifiées. Alors que la vision globale de tous ceux qui sont en train d'essayer de décrire la Terre couche sur couche, c'est que la couche la plus ancienne, celle qu'on appelle la roche primitive, c'est le granit. Hutton affirme pas du tout. Les granites, c'est du recyclage. La conséquence, dit Hutton, qu'on ne peut pas trouver sur Terre de vestiges du début de la Terre, puisque c'est sans cesse recyclé. Et Hutton a aussi une autre conséquence exprimée ici, bien avant de l'observer lui-même. Il annonce, si on relève les couches, comme elles seront ensuite soumises à l'érosion, les couches qui se déposeront par la suite seront en discordance, si on le dit en français, par rapport aux couches plus anciennes. Et il l'a annoncé et il l'observera avec la discordance de Siccar Point. Il a suivi la côte, persuadé qu'il trouverait cette manifestation bien visible, parce qu'il en connaît des moins visibles sur l'île. Donc il va par la côte et il va trouver cette fameuse discordance qui vient lui donner aussi une autre idée, c'est que ça permet d'avoir une chronologie, car à chaque fois qu'on va observer des discordances de ce genre, eh bien ça exprime le fait que des granites ont voulu remonter, ont déformé les roches, ont plissé les roches, ont redressé les roches avant d'être érodées, avant que d'autres se déposent dessus. Le filon devient quelque chose d'extrêmement important. J'ai mis un petit détail du tableau qui représentait Hutton. Et sur ce détail de tableau, on verra en bas, vous voyez un petit bloc, là il y a la petite main, je ne sais pas si vous voyez la petite main, on voit un petit bloc sous le coquillage dans lequel il y a un filon avec un morceau de la bordure du filon qui se trouve à l'intérieur du filon, comme sur la photographie qui est dans le fond. Hutton porte le regard fondamentalement sur le filon. Et c'est le clin d'œil tout à fait particulier, car dans le tableau de Werner, dont on a vu tout à l'heure une image, dans le tableau de Werner, il y a près de Werner un bloc de roche qui est tout à fait étonnant, car il présente ce filon qui recoupe un autre filon. Et ça, c'est quelque chose de central pour la pensée de Hutton, et puis pour ceux qui vont suivre Hutton, ces Huttoniens, ou ceux qui vont défendre cette idée que les roches ont fondu en profondeur et ont pu cristalliser en profondeur, donc on parlera d'un plutonisme, mais ont pu aussi rejoindre la surface par les fractures. Et c'est ce petit clin d'œil, car Hutton est un Écossais, et que forcément, quand on regarde ces deux filons sur cette pierre et le drapeau écossais, on se dit qu'il y a un clin d'œil. C'est pas possible. James Hall, John Playfair vont faire énormément pour diffuser la théorie de Hutton. Hutton écrit de manière peu lisible, enfin peu compréhensible, c'est très dur à comprendre. John Playfair va refaire une nouvelle version beaucoup plus compréhensible par son public, et surtout James Hall va tenter ici de passer sur la phase expérimentale, car dans cette nouvelle affirmation de Hutton, il va y avoir une nouvelle opposition. Les Werneriens ou les élèves de Werner, tels que Robert Jameson, qui va devenir professeur à Édimbourg, les Werneriens n'entendent pas du tout accepter cette thèse des granites comme étant des roches fondues. Les granites sont des roches sédimentaires. Et en même temps, ces Werneriens, neptunistes, tels que Jameson, tels qu'en France de Buisson de Voisin ou von Bourg ou Humboldt, tous sont aussi des hommes de terrain. Et ils sont un petit peu gênés car le terrain leur montre régulièrement ces filons et c'est un argument assez fort pour penser qu'une roche est injectée par en dessous et non pas comme le défendait Werner, les filons se seraient remplis par au-dessus. Et je vais finir avec cette diapositive car dans cette condition-là, il y a une autre science qui va émerger à ce moment-là, c'est une approche expérimentale. Derrière Joseph Black, représenté ici à gauche, Joseph Black qui s'intéresse à la transformation du calcaire lorsqu'on le chauffe et qui va nous mettre en évidence ce gaz que l'on appellera le dioxyde de carbone. Black fait véritablement école du côté de ces chimistes qui tentent de reproduire par eux-mêmes quelques lois de la nature. Et ils vont tenter, quand je dis ils, c'est plutoniste, dans la lignée de Joseph Black, proche ami de Hutton, mais aussi neptuniste dans la lignée de Richard Kirwan en Irlande, ils vont tenter par l'expérience de faire fondre des roches, faire fondre des basaltes et voir si on peut réobtenir un basalte, faire fondre des granites pour voir si on peut obtenir des granites ou des basaltes. Ainsi, James Hall va véritablement lancer, il va réaliser plus de 300 expériences de mémoire, des expériences sur la fusion, le refroidissement des basaltes, et il va réussir à obtenir, grâce à un refroidissement lent, non pas un verre comme les autres verres, mais un verre légèrement pierreux. Donc, ça lui suffit pour dire que si on pouvait le refroidir encore plus lentement, on aurait probablement obtenu une roche avec des grains, un granit. Mais évidemment, les Werneriens ne sont pas convaincus car entre cette allure pierreuse du verre, le stony, et une vraie roche à grains, il y a encore de la marge.
James Hall va mettre aussi en évidence que si on joue sur la pression et la température, lorsqu'on essaye de cuire un calcaire, parce que l'idée de Hutton, c'est que les calcaires très durs et les marbres ont été indurés par la chaleur. Alors on essaye de les produire par la chaleur, là où d'autres signalent que ça ne peut pas marcher. Si vous cuisez un calcaire, vous produisez de la chaux et vous l'avez détruit. Et donc on s'est intéressé à dire oui, sauf si on l'empêche de communiquer, c'est-à-dire que l'on travaille en vase clos. Et on va avoir un certain nombre d'expériences dont Lyell tirera par la suite un autre enseignement en comprenant que les transformations qui sont observées ici sont des transformations à l'état solide sans fusion, contrairement à ce que pensait James Hall. Thomas Beddoes va faire les mêmes observations lui aussi et mettra en évidence que en fait c'est un problème de vitesse quand on fait fondre ces roches. Si on n'arrive pas véritablement à obtenir les granites, ça ne nous dit pas que c'est pas ce qui s'est passé, ça nous dit simplement que la vitesse de cristallisation est très très lente parce que la taille des cristaux dépend de cette vitesse de refroidissement et qu'on ne peut pas atteindre les vitesses de refroidissement idéales, celles qui seraient nécessaires à ces transformations. La controverse, elle va finir en fait assez rapidement. Enfin, assez rapidement. Il y a eu cette controverse entre les vulcanistes et les neptunistes dans les années 1770-1780 qui a enchaîné sur une controverse entre les neptunistes et les plutonistes. Mais dès 1804-1805, en fait, ceux qui tentent de démontrer que Pluton a raison ou que c'est plutôt Neptune, par la voie des expériences en laboratoire, sont un peu coincés. Car on n'arrive pas à prouver que l'autre a tort et on n'arrive pas à prouver que l'on a raison. Donc, on arrive souvent à la conclusion que les roches peuvent avoir plusieurs origines et que finalement, peut-être qu'il est possible de produire à la fois par l'eau ou par le feu. Ça, c'est la limite des expériences. Mais en même temps, si l'expérimentation ne permet pas de trancher, on sait que l'observation de terrain va faire que, après la mort de Werner en 1817, ses élèves, et qui défendaient pourtant ces thèses neptunistes, vont peu à peu se rallier aux arguments de terrain en faveur d'une origine ignée des granites. Donc, si la controverse s'achève entre 1804 et 1817, elle s'achève parce qu'on ne peut pas prouver par l'expérience, mais que le terrain est plutôt favorable. Et ce qu'on vient de voir à travers ces périodes-là, eh bien, c'est qu'on s'intéresse maintenant à l'origine des roches et Charles Lyell donc établira bien qu'il y a trois grands types de roches. Je vous remercie.